Bonjour Jacques Beau. Bonjour. Vous avez été membre du renseignement stratégique suisse, ancien chef de la doctrine des opérations de la paix des Nations Unies, auteur de plusieurs ouvrages sur le conflit en Ukraine qu'on a présenté à plusieurs reprises au dialogue franco-russe. Merci beaucoup de votre temps. Ça fait 3 ans, voire plus, que cette guerre dure et j'ai comme impression que, vu le narratif, la menace russe, le narratif récent, l'Occident, les chefs, la presse et la population en partie oublient pourquoi réellement cette guerre a été déclenchée en février 2022. On ne va pas consacrer tout notre dialogue d'aujourd'hui à ce sujet-là, mais je pense que c'est important aujourd'hui de rappeler. Pourriez-vous nous dire en quelques mots, encore une fois, Jacques Beau, pourquoi la Russie est intervenue militairement le 24 février 2022? Alors, je dirais que la réponse se trouve déjà dans votre question. Parce que le conflit n'a pas commencé en 2022, il a commencé en 2014. Donc il n'y a pas 3 ans, il y a 11 ans. Ça, c'est la première chose qu'il faut comprendre. Et la deuxième chose, en quelques mots, ce sera difficile parce que déjà je parle beaucoup et que le sujet est complexe. Mais la raison pour laquelle la Russie est intervenue le 24 février 2022, c'est pour protéger les populations du Donbass. Quand vous lisez l'allocution de Vladimir Poutine qu'il a faite ce jour-là, il parle de démilitarisation et de dénazification de la menace sur les populations du Donbass. Point final. Naturellement, dans son allocution, il parle des questions liées à l'OTAN, etc., etc. Et l'OTAN, que l'on voit particulièrement en France comme étant une des causes premières de cette intervention. Alors, on peut discuter, parce qu'on est sur un phénomène qui est un peu, comment dire, on est presque dans un système qui s'alimente lui-même d'une certaine manière. La raison pour laquelle il y avait une menace sur la population du Donbass, c'est que, et d'ailleurs on le voit déjà dans la presse russe, juste avant le 24 février, c'est-à-dire dans les mois de janvier et de février, si on lit ça, on s'aperçoit qu'il y a des soucis, et ces soucis sont liés à une, en tout cas, perception. Moi, je pense que c'est plus qu'une perception, puisque Oleksiy Arestovitch a expliqué qu'il y avait un lien entre l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN et la question du Donbass. Et en Russie, il y a eu clairement cette perception-là, qui à mon avis est justifiée, mais qui fait que, si vous voulez, la question de l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN fait partie d'un arrière-plan qui a permis ou qui a provoqué la menace sur les populations du Donbass, la menace explicite qui s'annonçait sur les populations du Donbass, qui a été, d'ailleurs, ce n'est pas une menace qui est issue de rien du tout, puisque, je vous rappelle que le 24 mars 2021, c'est-à-dire presque une année auparavant, Volodymyr Zelensky a signé un décret pour la reprise de la Crimée et du sud du pays, qui impliquait également reprise de souveraineté, si on peut dire ça comme ça, sur les populations, sur les 2 républiques, ou la partie des 2 républiques du Donbass, de Donetsk et de Lugansk. Donc, il y a un lien entre la question de la protection de la population du Donbass, pour laquelle la Russie est intervenue, et la question de l'adhésion à l'OTAN. Et ça explique d'ailleurs, parce que cet OTAN, il est beaucoup mis en exergue par les commentateurs, notamment en France, parce qu'en France, il y a une sorte d'animosité qui est très gaullienne ou gaulliste, je ne sais pas comment il faut dire, par rapport à l'OTAN. Mais dans l'esprit de la Russie, on n'est pas dans une notion idéologique par rapport à l'OTAN.
Alors, je rappelle que la Russie et l'OTAN ont conclu un accord en mai 1997, et c'est un accord de coopération. Donc la Russie n'est pas opposée à l'OTAN. Mais, et on savait par ailleurs que l'Ukraine pouvait entrer dans l'OTAN déjà en 2008. Alors vous pouvez vous demander pourquoi tout d'un coup, fin 2021, il y a ce que les Occidentaux ont appelé un ultimatum à l'OTAN, un ultimatum aux États-Unis, et puis ces préparatifs de guerre. Pourquoi tout ça se fait à ce moment-là? Et ça, c'est une chose que personne n'a vraiment analysée en France, que j'ai analysée dans mes livres, mais bref. Pourquoi ça arrive à ce moment-là? C'est parce que justement, les Russes ont compris qu'ils se préparaient une opération contre les populations du Donbass, dont l'arrière-plan est l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. Et ce que font les Russes le 17 décembre 2021, c'est d'essayer d'avoir une déclaration de l'OTAN d'une part et des États-Unis qu'il n'y aurait pas, que l'Ukraine n'accéderait pas à l'OTAN. Parce que c'est ça qui motive, si vous voulez, c'est le point de départ, d'une certaine manière, de l'action qui va se dérouler au Donbass. Et si vous regardez bien les textes, mais de nouveau en France, personne, je pense, n'a lu ces deux propositions faites par la Russie à l'OTAN d'une part et aux États-Unis d'autre part, vous remarquez que les deux documents se réfèrent précisément au traité signé entre la Russie et l'OTAN le 27 mai 1997. Mais pourquoi cette date-là? Parce que finalement, on pourrait, certains ont d'ailleurs dit, et moi je l'ai aussi dit, que l'OTAN avait déjà dit qu'il s'étendrait, ou plutôt, il avait déjà indiqué qu'il allait enfreindre ses promesses déjà bien plus tôt. Donc la Russie aurait pu intervenir plus tôt et prendre comme référence d'autres dates, y compris les promesses faites. Non, elle a pris la date du 27 mai 1997. Pourquoi? Parce que dans le traité qui a été signé entre la Russie et l'OTAN, il y a énoncé et reconnu, je pense pour la première fois, ou en tout cas formellement, pas la première fois, mais formellement par l'OTAN, le principe de l'indivisibilité de la sécurité, qui est un principe reconnu par les Nations Unies, mais aussi par l'OSCE, qui est notamment dans la déclaration d'Astana de 2010. Et c'est la raison pour laquelle les Russes, le 17 décembre 2021, se réfèrent à ce traité pour dire la sécurité est indivisible, dites aux Ukrainiens qui ne feront pas partie de l'OTAN, et comme ça leur coupe l'herbe sous les pieds pour déclencher leur offensive en février, et on n'aura pas besoin d'intervenir. C'est ça le mécanisme qui se passe dans la tête des Russes. Et vous remarquez d'ailleurs, le calcul des Russes était finalement très cohérent parce que depuis 2022, on a à plusieurs reprises, et déjà en mars 2022 d'ailleurs, Zelensky, dans une interview qu'il a faite à CNN, il explique qu'il a demandé à Biden si l'Ukraine entrerait dans l'OTAN, et Biden lui a dit non, vous n'entrerez pas dans l'OTAN, mais pour l'opinion publique, la porte reste ouverte. Donc on sait depuis, les Ukrainiens et Zelensky sait depuis le tout début qu'il n'ira pas dans l'OTAN. Et ça a été répété à plusieurs reprises. Stoltenberg l'a répété, Biden l'a répété, Blinken l'a répété, Trump l'a répété, Rubio l'a répété, Vance l'a répété. Donc on sait qu'ils ne feront pas mal. Et pourtant, quand vous regardez les négociations qui sont aujourd'hui le 24 avril 2025, il y a 2 jours, il y a eu cette réunion de Londres, et là encore, Zelensky a parlé de l'adhésion à l'OTAN. Donc on voit qu'ils n'ont toujours pas compris quelque chose qui a été dit, redit, répété, y compris par les autorités les plus élevées, tout ça parce que ça n'a jamais été scellé dans un document. Et c'est la raison pour laquelle
les Russes avaient très bien anticipé ça en décembre 2021, ils ont dit mettez ça dans un document. Parce que si c'est écrit, les Ukrainiens pourront faire. Mais de nouveau, il y a cette ambiguïté, ce flou artistique qui a été entretenu par les Occidentaux pour laisser entrevoir, et on voit aujourd'hui, on est de nouveau, ça pourra peut-être dans 20 ans, dans 10 ans, ou pas du tout. Enfin, si on était Ukrainien, si j'étais Zelensky aujourd'hui, je ne saurais pas du tout sur quel pied danser. Parce que les Occidentaux ont dit non, mais d'autres ont répété. Enfin, on voit bien qu'on est dans une ambiguïté qui fait qu'aujourd'hui, l'Ukraine s'est ancrée dans cette ambiguïté qu'il a lancée dans l'opération qui a déclenché l'intervention russe. Voilà. Et ça, c'est la raison pour laquelle l'intervention s'est faite. Mais c'est très important de le dire parce que vous m'excusez, vous aviez dit quelques mots, mais je prends plus que quelques mots. Mais c'est essentiel parce que ceux qui prétendent que l'Ukraine est intervenue que la Russie est intervenue parce que l'Ukraine voulait entrer dans l'OTAN, en fait, ils confortent les arguments occidentaux selon quoi l'intervention est illégale. Même si l'OTAN veut être à votre place, et même si ça n'est pas une justification pour intervenir en Ukraine. Même si tout le monde comprend que l'OTAN peut être une menace, pourrait, etc., vous pouvez le prendre dans le sens que vous voulez, la présence de l'OTAN ou la volonté de l'OTAN d'intervenir, et pourquoi l'OTAN inclurait l'Ukraine à ce moment-là d'ailleurs, puisque ça a été promis en 2008, ça n'a jamais été fait, donc pourquoi en 2022? Personne n'a dit que ça allait se faire. Donc il y a bien quelque chose d'autre qui a déclenché, c'est la perception des Ukrainiens qu'en faisant intervenir les Russes, ils mettraient en marche un processus qui les amènerait à l'OTAN. Donc ce processus-là, si on compte là-dessus, c'est illégal. La légalité de l'intervention russe, et c'est pour ça que Vladimir Poutine a parlé de la protection de la population, parce que ça, c'est un objectif à la fois légal et légitime. Et j'ai démontré dans mes ouvrages que le principe de responsabilité de protéger, qui est un principe des Nations Unies, comporte 3 piliers. Le premier, c'est que Kiev doit respecter les populations qu'il y a sur son territoire. Le deuxième, c'est que si Kiev ne parvient pas, il faut que la communauté internationale essaye de trouver une solution politique. C'était les accords de Minsk. Mais ces 2 premières solutions n'ont pas fonctionné, et donc on est dans le troisième pilier de la responsabilité protégée, qui est décrit tel quel, vous pouvez le voir vous-même dans les documents des Nations Unies ou sur les sites des Nations Unies, eh bien c'est qu'un pays tiers prenne en main d'intervenir pour protéger la population qui est là. Et c'est un principe qui a été mis en place quelques années après les événements du Rwanda pour légitimer, si vous voulez, une intervention extérieure pour empêcher un massacre. Vous parlez des accords de Minsk, justement c'est ma question suivante. Le 5 mars 2025, Emmanuel Macron, dans son allocution, a déclaré clairement que c'est la Russie qui avait finalement jamais respecté les accords de Minsk. Pour ceux qui suivent cette guerre, on sait très bien, et d'ailleurs Merkel, Hollande et même Poroshenko avaient affirmé tout le contraire. Ma question est la suivante. Est-ce que finalement, le président français a fait cette allocution parce qu'il sait très bien que sa population est peu informée? Alors oui, je pense que d'une manière générale, la population en France, elle est très mal informée, et on le voit même d'ailleurs, même dans ceux qu'on considère comme plutôt favorables à la Russie, qui ont des commentaires très favorables à la Russie, des gens qui peuvent être associés à la droite, quelquefois à la gauche d'ailleurs aussi, n'ont pas compris ce qui s'est passé, ne connaissent même pas les accords de Minsk d'ailleurs. D'ailleurs, on voit aujourd'hui qu'on vous parle de Minsk III, etc. Les accords de Minsk sont des accords. Alors, le premier accord de Minsk a été passé en septembre 2014, il a échoué, et donc il a fallu passer à un deuxième accord, si vous voulez, qui lui a été intégré à une résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est Minsk II,
qui a été signé en février 2015. Et les accords de Minsk, les deux accords d'ailleurs, sont des accords qui ont été signés entre les autorités de Kiev et les autorités, alors si je prends textuellement le mot des accords, les autorités de partie des oblasts de Lugansk et de Donetsk. L'abréviation ukrainienne, c'est Ordlo. C'est des parties des oblasts de Lugansk et de Donetsk. Et voilà, c'est tout. Donc les accords de Minsk, c'est un accord intérieur, interne à l'Ukraine, qui a été garanti du côté de Kiev par la France et l'Allemagne, et du côté des autorités des deux, qui n'étaient pas républiques, mais oblasts, des deux régions, des deux ordlos, c'est la Russie. Alors ce qui a faussé un peu, ou ce qui fausse un peu la perception, c'est que l'ambassadeur de Russie a co-signé cet accord comme garant des deux républiques. Parce que le problème était le suivant, et c'est là où tous les commentateurs qu'il y a n'essayent pas de comprendre comment se sont déroulées ces négociations et quels sont tous les tenants et aboutissants de ces négociations. Le problème est que Poroshenko, et d'ailleurs, on l'a très bien vu par la suite dans les différentes déclarations d'Emmanuel Macron, etc., y compris de François Hollande auparavant, en fait, Poroshenko ne voulait pas reconnaître l'autorité l'autorité des autorités des deux ordlos, des deux parties des oblasts. Et donc il a fallu, pour légitimer leur signature, on a demandé que les Russes co-signent pour appuyer, parce que c'est pas Poroshenko il disait non mais ces gens représentent personne, c'est des individus lambda pour moi, n'est-ce pas? Pour les deux républiques, ce n'était pas encore des républiques à l'époque, mais les deux oblasts de Lugansk et de Donetsk, c'est leurs autorités qu'ils ont choisies. Mais pour Kiev, c'est des citoyens lambda. Donc ils ont demandé à l'ambassadeur russe de renforcer cette signature. Mais la Russie n'est pas impliquée dans les accords de Minsk. Elle est citée d'ailleurs nulle part dans ces accords. N'est-ce pas? Et donc, les accords de Minsk, c'est un accord intérieur qui n'a pas été respecté, et il n'a pas été respecté parce que les Français en particulier, les Français, et on voit très bien d'ailleurs, on l'a vu dans ce reportage qui a été fait au moment où Emmanuel Macron parlait à Vladimir Poutine. Et ça, il y a des journalistes du Figaro qui étaient là, qui ont enregistré cette conversation, et on en a vu des extraits de vidéos, et puis un verbatim a été publié d'ailleurs dans le Figaro, sauf erreur. Et c'était juste avant, d'ailleurs, le début de l'opération spéciale. Et là, dans cette interview, ou dans cette discussion entre Vladimir Poutine et Emmanuel Macron dit « c'est pas pensable qu'un dirigeant, en l'occurrence le dirigeant ukrainien, demande conseil à ses citoyens pour faire des lois ». Or, c'est précisément l'objet des accords de Minsk. Par conséquent, ça signifie qu'Emmanuel Macron n'a pas lu ces accords. Tout simplement pas lu. Il ne les connaissait pas. Et donc, ce n'est pas la Russie qui n'a pas respecté ces accords, mais c'est l'Ukraine qui n'a jamais voulu entrer en contact avec les deux républiques, les autorités de ces deux ordlos, en fait. Et les Français ont contribué à ça parce que durant des années, sous François Hollande, depuis 2014, ils ont essayé de substituer aux discussions de Minsk ce qu'ils ont appelé le format Normandie. Le format Normandie, c'est un format qui a été nommé comme ça parce que lors des cérémonies du 70e anniversaire du débarquement en Normandie, se sont rencontrés en Normandie Vladimir Poutine,
Poroshenko, la France et l'Allemagne, tout le monde était là. Et pour la France, c'est le format Normandie. Mais vous remarquez que dans cette composition-là, des 4 dirigeants, il n'y a pas les représentants des républiques du Donbass et de Donetsk. Donc, mais les Français ont essayé systématiquement de remplacer les acteurs de Minsk, des accords de Minsk, par ce format Normandie. Et les Russes sont toujours opposés à ça. Ils ont dit, le format Normandie ne répond pas à la question de Minsk. L'accord de Minsk, c'est un accord entre les deux parties. Et c'est un accord entre les deux parties intérieures à l'Ukraine. Et c'est un accord qui, pour son essence, est un accord qui prévoit une sorte de, comment dire, alors je dis fédéralisation, et j'emploie pas le terme totalement au hasard, puisque une des actrices de l'élaboration des accords de Minsk a été une diplomate suisse, Heidi Tagliavini, et d'ailleurs elle a sa signature sur les premiers accords de Minsk, sauf erreur, parce qu'elle a pensé que le problème, et à juste titre d'ailleurs, que le problème qu'il y avait en Ukraine, c'est un problème avant tout de droit de pouvoir exprimer, d'ailleurs c'est le droit à la langue, etc. Voilà. Et c'était elle qui a été finalement un des designers, si je peux dire ça comme ça, les concepteurs des accords de Minsk, qui était sur le modèle suisse quelque part, c'est-à-dire de donner aux minorités et aux différentes parties de l'Ukraine qui étaient avec des minorités, de leur donner la capacité d'avoir leurs propres écoles, leur propre langue, de manière comme on a dans les cantons suisses. Si vous voulez, en Suisse, il n'y a pas une langue. Et chaque canton a sa langue officielle. Et vous avez des cantons comme Berne, ou le Valais, ou Fribourg, qui ont 2 langues officielles, l'allemand et le français, par exemple. Et c'est ce modèle-là que Heidi Tagliavini a voulu appliquer à l'Ukraine parce que le 23 février 2014, c'est la raison pour laquelle c'est le point de départ du conflit, le 23 février 2014, c'est la première décision des autorités non élues de l'Ukraine, a été d'abolir le statut de la langue russe en Ukraine, qui était, depuis 2012, considérée comme une langue officielle au même titre que l'ukrainien. C'est la loi Kivalov-Kolynichenko de 2012. Et elle a été abolie par la décision du 23 février 2014, et c'est ce qui a déclenché, d'ailleurs, et d'ailleurs la représentante des droits de l'homme de l'OSCE a condamné la décision de ces autorités non élues, je le rappelle, de Kiev à ce moment-là, parce qu'elle a dit que ça va déclencher une catastrophe dans un pays où les équilibres ethniques et culturels sont déjà très fragiles. Et là, ce qu'a dit cette représentante de l'OSCE a été suivi des faits, puisque tout le Sud, et pas simplement les républiques du Donbass, c'est très important de le dire aussi, tout le Sud, c'est-à-dire tout ce qui est au sud de cette ligne qui a été, maintenant le nom m'échappe, il y a une ligne qui divise en quelque part, c'est une ligne théorique, hein, c'est pas une ligne, mais c'est un historien canadien qui l'a nommé, et maintenant son nom m'échappe. Il y a une ligne qui sépare la partie de culture russe, si vous voulez, celle de la partie ukrainienne ou ukraino-ukrainienne. Toujours est-il que tout le sud du pays s'est enflammé. Et moi, je suis allé d'ailleurs à ce moment-là, j'étais à Odessa pour la promotion d'ailleurs d'une volée de sous-officiers de l'Académie navale d'Odessa. Je travaille à l'OTAN. Et à ce moment-là, c'est précisément le moment où toutes les forces rebelles de tout le sud de l'Ukraine ont déclaré unifier leurs forces et ont créé les forces unifiées de Novorossiya. On a tout le sud du pays, pas simplement le Donbass. Et c'est ça qu'on ne veut pas comprendre. Et ce qui s'est passé entre, grosso modo,
septembre 2014 jusqu'en 2015, ça a été une répression terrible qui a fait que finalement tout s'est réduit comme une peau de chagrin au Donbass, parce que c'est là où il y avait les irréductibles en quelque sorte. Mais tout le reste a été réprimé de manière extrêmement brutale. Et c'est là d'ailleurs où il a fallu créer ces paramilitaires spéciaux avec l'aide des Occidentaux, avec l'aide de la France, du Canada, de la Grande-Bretagne, des États-Unis, qui ont formé des paramilitaires, on peut leur, enfin disons, avec des ultranationalistes, appelons-les comme ça, qui eux ont pris le relais de l'armée ukrainienne qui ne voulait plus se battre. Parce que dans l'armée ukrainienne, qui n'était pas une armée professionnelle, c'est une armée de conscrits, il y avait des russophones et des ukrainophones. Les russophones n'allaient pas tirer sur d'autres russophones, parce qu'ils comprenaient les résultats. Et c'est pour ça d'ailleurs que les forces rebelles ont acquis des matériels énormes, parce que les partis russophones de l'armée ukrainienne sont partis avec armes et bagages pour renforcer les rebelles. C'est exactement ce qui s'est passé d'ailleurs en Crimée, où même, d'ailleurs, je cite le témoignage qui a été fait à la télévision par un député de la Rada, qui a dit que sur les 22 000, pour donner une proportion, parce que là on a le chiffre précis qui a été donné par ce député, en Ukraine, sur les 22 000 militaires ukrainiens qui étaient déployés sur la péninsule, 20 000 sont passés du côté russe, avec leurs armes et tout leur équipement. C'est eux qui sont devenus les petits hommes verts qu'on a vus apparaître comme ça. Il n'y a pas eu d'apport de troupes russes en Crimée. On parle toujours d'une intervention russe. Il n'y a pas eu d'intervention russe en Crimée. Il n'y a eu absolument aucune intervention. C'est ces militaires ukrainiens russophones qui ont grossi les rangs de ceux qui se rebellaient contre la décision de changer la loi sur les langues. Et ils ont enlevé leurs insignes, et donc ils sont devenus les petits hommes verts. Alors après, on vous a dit c'est des forces spéciales, etc. C'est faux. C'était des Ukrainiens russophones. Alors ça s'est passé, si, il y a eu quand même des victimes, parce que Kiev a dépêché sur place des paramilitaires, et il y a eu de nombreuses, et c'est là, d'ailleurs, quand il y a eu, c'est à partir du moment où il y a eu des éclats. Alors c'est à coup de battes de baseball, etc. Enfin j'entends, il y a eu des confrontations assez musclées entre ces paramilitaires et les rebelles, rebelles russophones ou russes. Et c'est là que Vladimir Poutine a autorisé, en accord avec parce qu'il y avait des forces russes stationnées sur la péninsule, à Sébastopol et à d'autres endroits. Il y avait 22 000 soldats russes stationnés à ce moment-là. Le plafond autorisé était de 25 000, il y avait des accords, et ces accords ont ce qu'on appelle des SOFA, Status of Force Agreement. Et le dernier SOFA avait été signé en 2010 ou 2011, sauf erreur, entre le gouvernement ukrainien et la Russie, qui autorisait le stationnement jusqu'à 25 000 militaires sur le territoire ukrainien. Mais le SOFA n'est pas seulement là pour définir un plafond de troupes, il définit aussi ce que ces troupes sont habilitées à faire. Et dans le SOFA, il était précisé que les militaires russes stationnés sur la péninsule de Crimée avaient le droit de sortir de leur lieu de garnison pour protéger ces garnisons en cas de problème. Ils avaient le droit de se déployer sur les aéroports, parce que les aéroports devenaient le cordon ombilical avec la Russie, n'est-ce pas? Donc ils avaient le droit de se déployer sur les aéroports pour sécuriser les aéroports, et ils avaient également le droit de rétablir l'ordre s'il y avait des troubles qui se passaient dans l'environnement, dans leur environnement. Et donc, Vladimir Poutine n'a fait qu'appliquer les termes du Status of Force Agreement, et les militaires
russes sont sortis pour rétablir l'ordre. D'ailleurs, ils n'ont pas tiré sur la foule, il n'y a pas eu, les militaires russes n'ont pas fait des actions de combat, ils ont séparé les deux parties, si vous voulez, qui étaient en train de se taper dessus. Pour comprendre cette guerre, il faut également comprendre, et tout d'abord peut-être, la pensée militaire. Dans votre ouvrage, L'art de la guerre russe, vous décrivez en détail la pensée militaire russe et la pensée militaire ukrainienne. Là où pourquoi j'aimerais bien y revenir, il y a des poids très importants, notamment ce qui concerne l'acte de terrorisme et l'attaque sur les civils. Pourquoi? Regardez, souvenez-vous de ces derniers cas, par exemple à Soumy, où, et si on va commencer dès le début, c'est quand les attaques à Belgorod, c'est-à-dire sur le territoire russe, en été l'année dernière. Pour ce dernier incident, attaque à Soumy par exemple, les mainstream, tous les médias ont écrit « Les Russes ont dépassé leurs limites » concernant, pourquoi? Par rapport aux attaques sur les civils. Dans la pensée ukrainienne, il y a un chapitre dans votre ouvrage où finalement vous décrivez, vous dites que recours au terrorisme, ce n'est pas, c'est quelque chose qui existe dans la pensée ukrainienne. Pourriez-vous expliquer, peut-être un petit peu éclaircir ces derniers événements, ce qui se passait un petit peu partout et depuis l'année dernière, en fonction de cette pensée ukrainienne? Alors, tout d'abord, quand on parle de terrorisme, on parle de quelque chose qui est une notion qui est un peu floue et dont la définition est assez politique. Par exemple, quant à moi, les attaques sur Belgorod, ces commandos qui ont attaqué Belgorod en 2024, début 2024 et 2023, on peut vraiment discuter de l'appellation terroriste là-dessus. C'est des actions de commando. Alors, le problème qu'il y a avec ces actions, c'est qu'elles ne sont pas associées à des objectifs militaires, mais à des objectifs civils. Voilà. Et c'est là que le mot terrorisme peut être... Pour moi, le terrorisme, c'est un peu autre chose. C'est-à-dire que le terrorisme, c'est une action qui doit être répétitive. On essaye de forcer quelqu'un, on essaye de lui faire passer un message et on lui tape dessus jusqu'à ce qu'il accepte. Alors, dans le cas de Belgorod, on n'est pas exactement dans cette situation. On est plutôt dans le cas d'une provocation, à vrai dire. On est plutôt dans le cas d'une provocation. C'est pour ça que le mot terrorisme. Mais enfin bref, les Russes sont appelés terroristes, c'est leur droit. Je pense que les actions terroristes, par contre, sont des attaques qu'il y a... Par exemple, l'attaque de Crocus, les attaques qu'il y a eu avec des drones contre Moscou, par exemple, où on a tapé un peu au hasard des immeubles, etc. Là, on est dans l'action terroriste, à proprement parler. Belgorod, on peut discuter. Moi, je le vois plutôt comme une action de commando, mais de nouveau, la définition est plus politique qu'autre chose. Mais ça n'est pas le fond du problème. Le problème est que les Ukrainiens se sentent habilités à le faire parce que les Occidentaux ont un regard très différent, n'est-ce pas? En Europe maintenant, par exemple, il suffit que vous soyez pro-palestinien, vous avez fait partie d'une manifestation pro-palestinienne, pour être considéré comme terroriste. Alors que quand vous avez des pays occidentaux qui soutiennent activement, je souligne le mot activement, des actions sur le territoire russe contre des civils, ça, ce n'est pas considéré comme du terrorisme par les Occidentaux. Donc on voit que c'est une appellation à géométrie variable, c'est une appellation qui est très politique et que les Occidentaux, en fait, essayent de jouer, n'est-ce pas, tout le problème de ce conflit en Ukraine, c'est que on pensait, ou plutôt pas du conflit en Ukraine, mais de la période de l'opération militaire spéciale, c'est que les Occidentaux pensaient que la Russie allait s'effondrer économiquement et politiquement surtout. C'est-à-dire, ils pensaient que la population russe ne suivrait pas Vladimir Poutine dans cette opération spéciale. Et que pour faire basculer, si vous voulez, pour donner la petite pitchnet qui va faire basculer
la société russe, il fallait provoquer avec des actes qui, alors cette fois-ci, du coup, deviennent terroristes. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, Volodymyr Zelensky l'a expliqué lui-même. Il a dit il faut apporter la guerre sur le terrain. Il faut que les citoyens russes se sentent en guerre pour qu'ils se retournent contre le gouvernement. Et il a expliqué ça très très clairement. Donc c'est exactement, et d'ailleurs dans mon livre j'ai fait la comparaison avec les déclarations de l'État islamique quand ils ont frappé la France. Ils ont frappé la France pour pousser la population française à demander à François Hollande à l'époque de cesser son intervention en Syrie et en Irak. Et là on a exactement, Zelensky a pris à peu près exactement les mêmes mots pour expliquer la raison des attaques sur le territoire russe. C'est-à-dire c'est pour pousser la population russe à demander à Vladimir Poutine d'arrêter son opération en Ukraine. Donc c'est exactement le même principe. Et c'est là où on voit que les Occidentaux ont un double langage concernant la question du terrorisme. Et ça, c'est quelque chose qui, en tant que spécialiste de la lutte contre le terrorisme, me dépasse un petit peu et même me choque parce que je considère que pratiquement tous nos parlementaires, c'est vrai pour la Suisse, la France, la Belgique, nos parlementaires sont des gens qui favorisent le terrorisme. Parce que eux, leur rôle, c'est d'intervenir auprès de l'exécutif et ils ne le font pas. Alors les exécutifs a fortiori. Mais bref, la question soumise est un tout petit peu différente. À soumis, il faut faire la distinction entre ce que nos médias ont raconté et la réalité des faits. Alors, on sait ce qui s'est passé à Soumy, parce que, évidemment, il y a eu donc ces 2 missiles Iskander qui sont tombés sur un bâtiment et qui ont fait inévitablement des victimes. Et quand je cite dans mon dernier ouvrage la radio-télévision suisse, qui dit « Les Russes ont choisi de tirer sur Soumy le jour du dimanche des Rameaux, à un moment où les Russes sont bondés de civils, c'est tout. » Donc, en clair, les Russes ont fait exprès de cibler des civils. Le problème, c'est que pratiquement le même jour ou le lendemain, on apprenait par Ukrainskaya Pravda que le commandant de la 27e brigade de missiles ukrainien avait été tué dans cette... Et puis, on a le même jour le maire de Soumy qui a été démis, le maire de la région, le gouverneur qui a été démis de ses fonctions parce qu'il a organisé une cérémonie pour la 117e brigade je crois que c'est d'infanterie motorisée. Enfin, bref. Donc, on voit bien que, d'un côté, vous avez les médias occidentaux qui ne parlent absolument pas des militaires, exclusivement des civils, pour mettre l'accent là-dessus, alors que dans les médias ukrainiens eux-mêmes, on voit que la cible de cette attaque a été des militaires, un rassemblement de militaires. Et par conséquent, si on consulte les médias ukrainiens, de nouveau c'est Ukrainskaya Pravda, c'est pas c'est pas juste RT, Pravda russe, c'est pas la Pravda russe, c'est Ukrainskaya Pravda, qui dit, Ukrainskaya Pravda qui est d'ailleurs très anti-russe, mais qui très souvent donne des informations qui contredisent ce que dit Zelensky, et qui contredit ce que disent évidemment. Les médias occidentaux se basent exclusivement sur ce que dit Zelensky. Exclusivement. Ils ne regardent même pas les médias ukrainiens. Les médias ukrainiens sont quelquefois plus honnêtes, et je pense qu'ils le font dans un créneau assez étroit, puisqu'ils ont aussi des contraintes, ce qui est compréhensible dans un pays en guerre, ceci étant. Je peux comprendre qu'il y a des restrictions. Mais, dans le créneau très étroit qu'il y a, les médias ukrainiens sont plus honnêtes que nos propres médias. Et Zelensky, lui, il a tout intérêt à mettre en exergue une attaque sur des civils parce qu'il est à un moment extrêmement délicat de ce conflit où les Américains cherchent à se retirer,
que les Occidentaux sont partagés sur la question de savoir comment aider l'Ukraine et si il faut continuer à aider l'Ukraine, puisqu'il y a quand même des dirigeants européens qui sont opposés à ça. Et par conséquent, il faut trouver un discours, un narratif pour Zelensky qui fasse en sorte que les Européens ne puissent que décider de continuer à soutenir l'Ukraine. Par conséquent, il faut mettre en évidence des attaques contre des civils, des actes terroristes, etc., etc., etc. L'acte de soumis, il est possible qu'il ait fait des victimes civiles, même si on se réfère, alors de nouveau là on est sur quelque chose d'autre, alors c'est un peu plus russe quelque part, mais c'est quand même des Ukrainiens qui le disent, mais c'est la résistance ukrainienne, parce qu'il y a une résistance russe à l'intérieur de l'Ukraine. Enfin, même pas simplement russe d'ailleurs, c'est faux, il y a une résistance ukrainienne à l'intérieur de l'Ukraine, contre le gouvernement ukrainien. Ça, c'est très important de le dire. Et le représentant du Nikolaevskoye Podpolye, je crois, c'est comme ça qu'on le dit, c'est donc le Nikolaïev clandestin, on pourrait le traduire comme ça, qui est le nom d'un mouvement qui s'étend de la région de Nikolaïev jusqu'à la région de Kharkov, d'ailleurs. Et même plus loin, ils ont des acteurs aussi qui opèrent dans la partie occidentale de l'Ukraine. Mais le dirigeant de ce mouvement a déclaré qu'il n'y avait pas de civils dans le bâtiment qui a été ciblé par les Russes. Il n'y avait pas de civils. Alors, de nouveau, est-ce qu'il y a eu des dommages collatéraux? C'est possible, etc. Mais on voit que du côté ukrainien, alors il y a des Ukrainiens pro-gouvernementaux comme Ukrainskaya Pravda, et puis vous avez des Ukrainiens non pro-gouvernementaux comme Nikolaevskoye Podpolye, qui est anti-gouvernemental, mais ukrainien quand même, qui disent qu'en réalité, les frappes ne visaient pas des civils en tout cas. Donc on a en Europe, et c'est là où ça devient un peu pervers, enfin ça devient pervers, ça ne le devient pas, ça illustre la perversité du dialogue, du discours occidental, parce que depuis le début, les Occidentaux déforment notre perception du conflit pour faire apparaître systématiquement les Russes comme ciblant des civils. Et c'est là qu'est, à mon avis, un des gros problèmes qu'on a en Occident, c'est d'avoir d'abord des médias, parce que les médias, eux, et je dirais même pas seulement les médias, les journalistes, parce qu'il faut personnaliser les choses. Les médias, c'est une entité un peu abscon, mais il y a des personnes derrière, et c'est des journalistes. Et ces journalistes ne sont pas honnêtes. Et je peux étendre mon commentaire à pratiquement tous les journalistes. Ils ne sont pas honnêtes. Ils ne font pas les recherches nécessaires pour essayer de découvrir ce qui s'est réellement passé. Ils se bornent tout simplement à répéter comme des perroquets un narratif. On va revenir justement à cette question des médias et je vais citer un journaliste que vous citez finalement dans votre ouvrage. J'aimerais bien vous citer par rapport à autre chose qui me semble importante. Vous décrivez en 2023, je vous cite, « Le fait de ne pas avoir défini ce qui paraît être une victoire offre des options, mais personne à Kiev ne semble avoir le courage politique de les saisir. » Ah, aujourd'hui, toujours, ça semble assez vrai. Est-ce que, donc on voit des négociations, beaucoup de négociations entre l'Ukraine, la France, la Grande-Bretagne. On voit en quelque sorte la fatigue des États-Unis. Là, on regarde leur dernière déclaration. Comment voyez-vous, dans ces conditions, l'issue, l'avenir du régime de Kiev et de Zelensky? Le premier aspect, c'est qu'effectivement, on ne sait pas sur quoi on discute. Parce que aujourd'hui,
personne n'a défini en Occident ce que l'on considérait comme une défaite de la Russie, ce qu'on cherche à faire depuis 2022, et ce qui pourrait constituer une victoire pour l'Ukraine. Parce qu'on dit qu'il ne peut pas y avoir de solution au conflit avec une défaite de l'Ukraine. Donc, alors qu'est-ce qu'on appelle une victoire de l'Ukraine ou qu'est-ce qu'on appelle une non-défaite? Enfin bref. Et ça n'a jamais été défini. Alors ça, c'est certainement un élément central parce que on a des Occidentaux, mais ça s'étend à l'ensemble des pays occidentaux. On a des pays qui travaillent sans objectif et donc sans stratégie. La stratégie étant simplement la manière dont on cherche à atteindre un objectif. Mais quand vous n'en avez pas, il ne peut pas y avoir de stratégie. Et on est exactement dans cette situation-là. Les Américains sont dans une situation un tout petit peu différente. Ils ont défini plus ou moins un objectif qui est la cessation des combats en Ukraine, mais ils n'ont pas défini la manière d'y arriver. Donc ils ont des objectifs sans stratégie. Les Européens n'ont ni objectif ni stratégie. On pourrait simplifier le problème comme ça. Et comment dire, vous parlez de négociation, ça c'est le deuxième aspect de votre question. Il n'y a pas de négociation actuellement. Il n'y a pas de négociation. Il y a des discussions entre Américains et Russes, mais qui jusqu'à maintenant, et je rappelle, nous sommes le 24 avril 2025, à cette date, les discussions qu'il y a eu, ou les négociations, si vous voulez, qu'il y a eu entre Russes et Américains, portent sur le rétablissement de contacts diplomatiques, mais pas sur la question de l'Ukraine. Il n'y a pas encore eu de débat sur la solution du conflit en Ukraine, en réalité. Il y a des discussions en Europe sur la manière de présenter leur vision des choses, qui en gros, comme on l'a vu d'ailleurs il y a 2 jours à Londres, qui se base sur l'idée, devrait-on dire, parce que pas vraiment un plan de Keith Kellogg, qui était l'envoyé spécial de Trump pour la question ukrainienne, mais on y reviendra plus tard. Et c'est une discussion autour de ça. Comment est-ce qu'on met ça en œuvre? C'est tout. Mais ce n'est pas une négociation avec les... Une négociation, c'est quand vous avez 2 parties dans un conflit, quel que soit le conflit d'ailleurs, que ce soit privé ou international, qui ont une position, la position A, la position B. Et l'idée de la négociation, c'est de trouver à partir de ces 2 positions une position commune. Et donc la négociation a pour objectif de rapprocher petit à petit les positions jusqu'à ce qu'on arrive à quelque chose dans laquelle les 2 puissent se satisfaire. Voilà. Ça, c'est une négociation. Mais on n'est pas du tout dans ce modèle-là. On n'est pas du tout là-dedans. Et les premiers contacts qu'il y a eu, parce qu'évidemment, avant de pouvoir commencer à parler d'une négociation, il faut d'abord qu'on rétablisse les relations diplomatiques normales. Et les premières négociations, en février de cette année d'ailleurs, les Européens sont montés sur le grand chevaux en disant « voilà, Trump négocie sur le dos de l'Ukraine ». Non, à ce stade, il s'agissait simplement de rétablir un canal de communication sur lequel on puisse construire ensuite un processus de négociation. Donc là, toute cette mécanique-là, elle a été totalement évacuée par nos journalistes qui ont voulu mettre en évidence qu'on allait oublier l'Ukraine, que les Américains, que le méchant Trump allait discuter avec le méchant Poutine, et puis on allait avoir une solution comme ça, qui est une solution hors sol, etc. C'est pas du tout ça. On n'est pas encore entré dans une vraie négociation. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que tous les plans qui ont été échafaudés, discutés, qui viennent d'ailleurs des Américains en grande partie, qui sont des variantes de l'idée de M. Keith Kellogg, ne tiennent pas du tout compte de la position russe. Donc on n'est pas du tout dans un mécanisme de négociation. La position russe,
pour démarrer la négociation. Donc, si vous voulez, c'est la base à partir de laquelle on peut discuter. Donc, c'est la chose qui sera plus négociée. Elle a été définie par Vladimir Poutine le 14 juin 2024, et c'est que pour entrer dans la négociation, il fallait que l'Ukraine déclare qu'elle ne fasse pas partie de l'OTAN et qu'elle rende la souveraineté aux 4 régions de Kherson, Zaporozhye, Donetsk et Lugansk. Voilà. Et la Russie ne changera pas son point de vue là-dessus. Elle ne changera pas son point de vue. Pour les raisons que j'ai expliquées en tout début de cet entretien. Pour les 2 mêmes raisons que j'ai expliquées tout à l'heure. La première, c'est que les Russes veulent qu'il soit clair et que les Ukrainiens acceptent une fois pour toutes ce qu'on leur a dit depuis longtemps, c'est que l'Ukraine ne ferait pas partie de l'OTAN. Parce qu'ils pensent que tant que l'Ukraine continue à penser ça, eh bien, ça crée une situation qui est conflictuelle, comme on l'a vu en 2022. Donc ça, c'est un élément qui est pour la Russie incontournable. Et le deuxième élément qui est incontournable, c'est la souveraineté russe sur les 4 régions. Pourquoi? De nouveau, pour les questions de responsabilité de protéger. Je vous rappelle, et de nouveau, nos journalistes ne font pas du tout leur travail, parce qu'on vous dit toujours Vladimir Poutine ne reconnaît pas l'existence de l'Ukraine, etc., etc. C'est faux. La base pour dire cette légende ou ce mythe, ça a été cet article de Vladimir Poutine sur l'unité du peuple ukrainien du 12 juillet 2021. Notez bien la date, 12 juillet 2021. Cet article a été publié une dizaine de jours après que la Rada de Kiev ait adopté une loi qui donne des droits différents aux Russes qu'au reste des populations ukrainiennes. Par conséquent, par loi, les Russes vivant en Ukraine n'ont pas les mêmes droits que les autres citoyens. Et cette loi, elle existe. Vous pouvez prendre le problème comme vous voulez. Elle existe. Elle a été en son temps comparée aux lois de Nuremberg de 1935 en Allemagne qui donnaient des droits différents aux citoyens allemands de pure souche et ceux qui avaient du sang juif, etc. Alors, la loi, moi j'ai lu ces lois quand elles ont été publiées à l'époque, pas en 1935, ça, non, mais en 2021, la loi ukrainienne, elle n'est évidemment pas aussi radicale que ce qu'avaient fait les Allemands. Mais c'est la même idée, c'est-à-dire qu'on distribue les droits aux citoyens, non en fonction de ce qu'ils font, mais en fonction de ce qu'ils sont. C'est un élément central. Et cette loi, donc, aujourd'hui, elle existe. Ça veut dire que restituer ces régions à l'Ukraine signifie qu'ils vont de nouveau être considérés comme des citoyens de deuxième zone. Donc évidemment, la Russie n'acceptera jamais ça. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, aujourd'hui, on parle, certains disent qu'il est possible que, vu que personne ne veut un accord de paix, les Russes vont chercher à étendre leur présence dans l'ensemble de la Novorossia, c'est-à-dire toute cette partie sud de l'Ukraine, et que finalement, c'est une manière de restituer à la partie russophone, enfin, ce n'est pas la partie russophone, parce qu'il y a aussi des ukrainophones dans cette région-là, mais néanmoins, c'est la partie où il y a le plus de russophones, on restitue à ces populations les mêmes droits que le reste des Ukrainiens. Donc voilà, et c'est la raison pour laquelle, de nouveau, dans les 2 exigences du 14 juin 2024, on retrouve exactement les mêmes éléments qui ont été à la base de l'intervention
russe de l'opération militaire spéciale. Et donc il y a une logique là-dedans. Alors, si on revient rapidement aux discussions qu'il y a eu à Londres le 22 avril, réunion qui a d'ailleurs totalement foiré, qui n'a d'ailleurs même pas eu lieu, à vrai dire. Il n'y a même pas eu la réunion qui aurait dû avoir lieu sur un consensus occidental sur un plan de paix. Et pourquoi ça n'a pas eu lieu? Ça n'a pas eu lieu parce que Volodymyr Zelensky, d'abord le plan qui était prévu, ou qui était prévu d'être discuté à Londres, c'est un plan basé sur les idées de M. Case Kellogg. Alors, Case Kellogg est un ancien général à la retraite américain qui a écrit au début avril sur America First Policy Institute un article qui est une sorte de critique de Biden. Ce n'est pas un plan. C'est pas un plan. C'est une critique de la politique Biden à l'égard du conflit en Ukraine. Et dans cet article, il ébauche certaines pistes de solutions. Et sur la base de cet article, Case Kellogg, cet ancien général à la retraite, a été choisi par Donald Trump comme étant le délégué spécial pour l'Ukraine. Et très rapidement, Case Kellogg a tiré les éléments de cet article qui puissent contribuer à être une sorte de plan, si vous voulez, et qui repose sur un certain nombre de points, c'est-à-dire que l'Ukraine doit abandonner, grosso modo, les 4 régions, qu'il faut une zone démilitarisée entre les deux, avec une présence occidentale comme mesure de sécurité, comme garantie de sécurité à l'Ukraine. Et puis une participation à l'OTAN qui pourrait être différée dans le temps. Voilà. Alors ça, c'était le plan de Case Kellogg à la base. Et puis, Case Kellogg a développé ça en un plan plus élaboré qui, il a vu d'ailleurs que depuis le mois de janvier jusqu'au mois d'avril, que personne n'était enthousiaste autour de ce plan-là. À telle enseigne que les Russes ont dit « nous, on n'entre même pas en matière » et donc Donald Trump a compris que Case Kellogg n'était pas le bon interlocuteur pour les Russes et lui a substitué Steve Witkoff, qui est devenu une sorte de médiateur, une sorte de couteau suisse de la diplomatie américaine, et qu'on voit au Moyen-Orient, pour l'Iran, pour la Chine, il est un peu pour tout le monde, à vrai dire, qui a probablement des talents de négociateur et communicateur, et c'est très bien comme ça, c'est parfait. Sauf que, comme je l'ai dit, Witkoff n'a pas entamé de négociations avec la Russie. Il y a sans doute des échanges d'idées sur un certain nombre de choses. Il y a eu des sondages pour savoir ce que les Russes pensaient et pour montrer, parce qu'il y a eu plusieurs entrevues à Moscou et à Saint-Pétersbourg entre Serge Witkoff et Poutine pour expliquer les positions respectives. Mais on n'est pas dans une négociation. On est dans l'exposé des positions. C'est pour Witkoff une manière de comprendre ce que veulent les Russes. Pour les Russes, c'est plus facile de comprendre ce que veulent les Américains, mais les Occidentaux ont de la peine toujours à comprendre les Russes parce que tout simplement, ils ne les écoutent pas. Justement, vous décrivez dans votre ouvrage que finalement les Russes et les Ukrainiens font 2 guerres différentes. C'est-à-dire que la Russie fait la guerre de 3e génération, c'est bien ça, c'est-à-dire combat interarmé, et l'Ukraine, c'est plutôt la guerre de 5e génération. On va y revenir, mais j'aimerais rester sur le plan de négociation, puisqu'on était là-dessus, et j'aimerais rapidement terminer sur la discussion de Londres, parce que c'est important. Et le plan Witkoff donc, devait être discuté à Londres dans une forme un peu édulcorée. Ou plus exactement, c'est-à-dire que les territoires que l'Ukraine devait abandonner, c'est uniquement les territoires qui sont actuellement occupés par la Russie, donc pas l'intégralité des 4 régions que j'ai évoquées tout à l'heure, mais seulement la partie de ces régions occupées par la Russie maintenant.
En échange, les États-Unis reconnaîtraient l'appartenance de la Crimée à la Russie. Et on évoque également dans cette proposition des garanties de sécurité, c'est-à-dire, enfin, plutôt on ne les évoque pas, on dit qu'on ne parle pas du tout d'OTAN pour l'Ukraine, puisque les Américains ont compris que c'était un no-go pour les Russes. Et puis on parle également de la centrale de Zaporozhye qui serait sur un statut mixte et qui pourrait ainsi servir, parce qu'évidemment les Ukrainiens aujourd'hui ont un problème d'énergie, ils étaient exportateurs d'énergie jusqu'en 2022, jusqu'en 2023 pratiquement, et maintenant ils sont importateurs nets d'énergie parce qu'en fait ils importent pratiquement la même quantité qu'ils exportaient avant, donc ils n'ont plus d'énergie. Et par conséquent, la centrale de Zaporozhye serait bienvenue, et c'est la raison pour laquelle les Américains ont prévu de la mettre sous un support de statut international, etc. Bref. Alors, avant la réunion, juste avant la réunion de Londres, Zelensky a dit « No way, ce plan ne nous convient pas. Il est exclu que nous abandonnions une quelconque partie du territoire des 4 régions, donc toute ou partie exclue. Il est exclu que la Crimée puisse être reconnue comme partie de la Russie. Il est exclu qu'on ne puisse pas rentrer dans l'OTAN. Et par conséquent, la délégation qui ira à Londres n'entrera même pas en matière sur ce projet. Donc il a envoyé une délégation à Londres qui avait comme mandat de discuter toutes sortes d'autres choses, cesser le feu de 30 jours, etc., mais pas le plan de Case-Kellogg. Et voyant cela, les autres délégations, alors les Américains ont dit, bon, puisque c'est comme ça, puisque de toute façon on ne va pas discuter le cœur du problème, autant ne pas y aller, donc Rubio n'y est pas allé, Witkoff non plus. Et puis, finalement, se retrouver à Londres que quelques délégations subalternes de la France, de l'Allemagne et puis de la Grande-Bretagne, parce qu'il n'y avait plus rien à discuter. Donc c'est un fiasco total pour la diplomatie américaine, d'une part, et ça montre également que les Ukrainiens ne veulent même pas entrer dans une discussion à ce propos. Et d'ailleurs, même la question du cessez-le-feu, puisque ça aurait pu être ce qui était encore discutable, les Ukrainiens ne veulent pas de cessez-le-feu en réalité. Le cessez-le-feu qui a été décidé de 30 jours proposé par les Américains, il a reçu l'opposition des Ukrainiens. Ils ne veulent pas de cessez-le-feu. Ils veulent des garanties, ils voudraient que les Américains viennent faire la guerre à leur place. Voilà ce qu'ils veulent. Ils ne veulent pas de cessez-le-feu. Et c'est un pis-aller qu'il y a eu. Alors, là vient la question que vous venez de poser sur la question de différentes approches de la guerre. Mais justement, un petit peu rebondir sur ce que vous venez de dire, et les Occidentaux n'écoutent pas les Russes. Ils ne comprennent pas peut-être cette différence entre les deux guerres finalement que mènent les Russes et les Ukrainiens. Vous dites que finalement le but des Occidentaux, c'est d'affaiblir la Russie, c'est pas tellement aider l'Ukraine. Mais est-ce qu'à aujourd'hui, en avril 2025, Zelensky comprend ça? Que finalement, ce n'est pas pour aider l'Ukraine que les Occidentaux font tout ça. En partie peut-être, oui. Mais vraiment, quand même, le but initial était d'affaiblir la Russie. C'est-à-dire qu'on ne sait pas trop ce que Zelensky comprend ou pas de cette chose-là. Ce qu'il y a de sûr, c'est qu'il a un discours qui fait comme s'il n'avait pas compris. C'est ça, le truc. Il fait comme si ça n'existait pas. Il fait tous ses efforts pour que les Américains restent impliqués. Parce que c'est ça leur point central. Parce qu'ils considèrent que les Européens ne peuvent pas lui apporter
les garanties de sécurité ou n'aurait pas les capacités pour remplir ce que lui attend comme garantie occidentale, si vous voulez. Et donc, Zelensky fait tout ce qui est en son pouvoir pour maintenir l'intérêt des Américains. C'est pour ça c'est lui qui a lancé l'idée, par exemple, de l'accord sur les minerais. Ce n'est pas Trump, parce que tout le monde a dit « Ah oui, Trump, évidemment, il essaie de faire du business. » Non, enfin, aussi, mais ce n'est pas ça qui a été l'élément central. Zelensky, il a très bien compris, mieux que d'ailleurs que les Européens à cet égard, il a compris dès la fin de l'année passée que Trump étant élu, il allait se dégager du conflit. Parce que pour Trump, c'est un conflit qui va nulle part. C'est un conflit qui va nulle part. Et que plus on continue, plus ça continue au détriment de l'Ukraine. Ça, c'est sa réflexion. Et par conséquent, il faut arrêter. Il faut tout arrêter. Et c'est pour cette raison que Trump a dit qu'il ne voulait plus que les Américains soient engagés là-dedans. Il a d'autres priorités, la Chine, Make America Great Again, etc. Et qu'il veut consacrer ses ressources à cet objectif central. Les guerres au Moyen-Orient, Iran, tout ça, c'est pas son truc. C'est pas ce qu'il cherche à faire. C'est des domaines, pour lui, qui sont des dépenses inutiles. Rappelez-vous que c'est lui qui a instauré le DOGE, ce département pour la gestion des affaires et qui doit améliorer les recettes du pays, en quelque sorte, d'éviter le gaspillage, etc. C'est dans le même esprit qu'il conduit sa politique à l'égard des conflits. Il considère que c'est des dépenses inutiles. On a parlé du USAID, etc., les coupures des fonds pour la propagande, etc., etc. C'est la même chose ici. Il considère qu'on est, on est dans des domaines qui dépensent beaucoup d'argent, mais qui ne rapportent rien. Et donc, il faut trouver une autre méthode, mais arrêter ça. Et donc, il y a un désengagement. Et c'est la raison pour laquelle Zelensky, il a essayé... J'ai dit, puisque c'est un businessman, il faut l'attirer avec le business. Et donc, il est venu avec l'accord pour les minerais pour essayer d'appâter Trump. Et dans un premier temps, d'ailleurs, il a dit restez avec nous, continuez à nous aider, et en échange, vous avez accès à nos minerais. Et puis Trump a répondu, mais assez habile, il a dit « D'accord pour les minerais, mais pas pour continuer à vous aider. On prendra les minerais en paiement de ce qu'on vous a déjà donné. » Ça, c'est ça la mécanique qui a eu lieu. Et Zelensky s'est trouvé piégé par sa propre déclaration. Et du fait, il a signé un accord sur les minerais, où il est en passe d'être signé, il y a cet accord qui traîne, qui a été modifié, etc., qui donne finalement un pouvoir presque exorbitant aux Américains en Ukraine. Mais le but de Zelensky, c'est d'avoir toujours les Américains d'une manière ou d'une autre à ses côtés. Et tout le narratif tourne autour de ça. C'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, il essaye de maintenir ce narratif d'une Russie menaçante, d'une guerre. C'est pour ça qu'on parle toujours de « si vous nous aidez, nous, vous protégez l'Europe », etc., etc. C'est un discours qui a été évidemment relayé avec plus de force encore par les Européens qui, eux, n'ont strictement rien d'autre à proposer. Typiquement, le discours d'Emmanuel Macron, ou l'allocution d'Emmanuel Macron du 5 mars de cette année. Donc, voilà un petit peu où on est. Mais évidemment, on est sur deux guerres, du coup, différentes. Et c'est pour ça qu'il y a... en Europe, quand on parle de guerre, on voit toujours les chars d'assaut, les avions et les bombardements. Et c'est vrai que c'est une partie importante, évidemment, très meurtrière de la guerre. Mais pour les Ukrainiens, la guerre, elle est plus complexe que ça. Parce que depuis
fin mai 2022, en fait, l'Ukraine a été battue en mai 2022. L'armée ukrainienne a été détruite en mai 2022. C'est la raison pour laquelle, à ce moment-là, Zelensky dit « Dès maintenant, nous dépendons des Occidentaux, parce qu'on a perdu notre armée. » Et c'est pour ça qu'à partir de mai 2022, vous avez cet effort considérable qui est fait par les Occidentaux, d'une part en fourniture de matériel, c'est à ce moment-là qu'arrivent les matériels d'artillerie, les missiles, les HIMARS, les M777, etc., etc., mais aussi l'aide en matière de renseignement, etc., dont on a vu les explications, enfin qu'on savait déjà, à vrai dire, c'est pas nouveau, on le savait depuis longtemps, mais le New York Times, pardon, nous l'a rappelé d'une certaine manière, avec un peu plus de détails, mais en gros, on le savait déjà depuis longtemps, et moi-même, j'avais déjà des extraits de ce qui était fourni aux Ukrainiens déjà à la fin 2022, donc on savait exactement les renseignements qui étaient fournis aux Ukrainiens, donc rien de nouveau dans l'article du New York Times de 2025. Donc, c'est à partir de mai 2022 que tout ça se met en place, parce qu'il n'y a plus d'armée ukrainienne. Et cette armée ukrainienne, elle s'occidentalise aujourd'hui. Il n'y a pratiquement que des matériels occidentaux en Ukraine, parce que le matériel de l'armée ukrainienne qui existait en février 2022, elle a totalement disparu. Aujourd'hui, on a des matériels américains, des matériels français, des matériels, enfin de toutes les provenances, mais plus de matériel originel de l'armée. Donc, on a une armée qui a été détruite. Et pour maintenir le soutien occidental, l'élément central qui est indispensable à Zelensky, c'est le narratif. C'est ça pour ça qu'en termes de stratégie, le narratif est le centre de gravité de l'Ukraine. Parce que de ça dépend l'aide qui est fournie à l'Ukraine. Et c'est la raison pour laquelle ce narratif a évolué au fil du temps. La menace russe sur l'Ukraine, bien sûr. Sur le monde. Alors maintenant, c'est sur le monde, bien sûr, parce qu'on voit bien que la menace qu'on a représentée ne suffisait pas. Donc maintenant, c'est nous qui sommes menacés, c'est tout ça. Et il faut justifier des efforts de guerre, de mettre l'Europe en économie de guerre d'une certaine manière. C'est d'ailleurs l'objectif des 800 milliards décidé par Mme von der Leyen, parce que l'Europe n'arrive plus à soutenir l'Ukraine. Et les Européens ici se sont piégés eux-mêmes d'une certaine manière, parce que, je vous rappelle, et c'est pour ça que tous ces événements sont liés comme dans un réseau, en avril 2022, à Istanbul, Russes et Ukrainiens, dans une négociation, cette fois-ci, dans une négociation, étaient arrivés à un accord que la partie ukrainienne avait signé, qui prévoyait le départ des troupes russes de l'Ukraine, avec des accommodements qu'il fallait trouver sur la Crimée et les deux républiques du Donbass. Mais les troupes russes se retiraient d'Ukraine. Et les Russes étaient favorables à cette idée. Donc l'objectif de la Russie n'était pas de prendre l'Ukraine, puisqu'ils étaient prêts à la quitter au début avril 2022. Donc tous ceux qui vous disent qu'aujourd'hui le but c'était de prendre ceci, prendre ça, tout ça, sont des affabulateurs, puisque la Russie était prête à quitter la Russie. Le problème c'est que Zelensky a échangé cette promesse de paix, ou cette paix pourrait-on dire, contre une aide pour autant qu'il le faudra. Et aujourd'hui, Zelensky réclame cette aide pour autant qu'il le faudra. Et son narratif, le narratif ukrainien, est là pour rappeler aux Européens qu'ils se sont engagés à quelque chose. Le problème, c'est que les Européens, à ce moment-là,
partait de l'idée, et rappelez-vous ce qu'on avait sur nos plateaux de télévision, on rappelle sur le plateau de France 5, là, C'est dans l'air, on avait ces experts qui étaient des imbéciles, on ne peut pas dire ça autrement, qui vous disaient que la Russie était un pays faible, qu'il suffisait de rien pour le faire s'effondrer, etc., etc. Et c'était de cette idée-là qu'on est parti quand on a dit qu'on aiderait l'Ukraine pourtant qu'il le faudra, parce on s'est convaincus nous-mêmes que la Russie allait s'effondrer. Et donc que la promesse qu'on ferait à l'Ukraine était une promesse qu'on pouvait tenir, puisqu'il suffisait d'encore quelques semaines et puis la Russie s'effondrerait. Et les journalistes ont transmis sans arrêt un message où on prenait chaque élément qui était défavorable à la Russie, littéralement de la propagande et même de la désinformation, pour dire que la Russie s'effondrait. Et donc on a poussé les Européens dans des promesses qu'en réalité ils ne pouvaient pas tenir. Et c'est exactement la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Et combien de vies auraient pu être... Alors combien de vies auraient pu être sauvées, etc. Ça vient en plus dans la discussion. Mais on est dans cette situation aujourd'hui, et Zelensky, aujourd'hui, rappelle aux Occidentaux que oui, mais la Russie, c'est une menace. Aujourd'hui, c'est devenu une menace. Et donc, vous devez continuer à nous aider. Et les Européens commencent à réaliser, je ne sais pas s'ils l'ont vraiment tous réalisé, certains ont réalisé, mais pas tous, je parle des dirigeants européens, qu'ils ont fait une promesse de Gascon, c'est-à-dire une promesse qu'ils ne pouvaient pas tenir, en réalité, qui était basée, et c'est là où on peut se poser la question sur la manière dont travaillent nos services de renseignement, parce que c'est eux qui ont guidé la décision politique des Européens. Parce que, naturellement, c'est Boris Johnson qui est allé, et d'ailleurs qui a été évoqué dans Ukrainskaya Pravda, que j'évoque dans mes livres d'ailleurs. On a redécouvert ça en 2024. Et puis vous avez certains commentateurs qui disent « on vient de découvrir que… » Non, 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 non. Ukrainskaya Pravda avait déjà dit ça en avril 2022. Et avait même dit que les Occidentaux étaient le principal obstacle à la paix. Donc les médias ukrainiens avaient donné une image très différente de ce qui se passait, et nos services de renseignement, qui eux sont là pour aider nos décideurs à prendre des décisions, n'ont pas réagi à l'idée que la Russie pouvait finalement ne pas s'effondrer. Donc on voit une déficience profonde, d'abord évidemment de tout ce qui est la gestion de l'information en Europe, mais une déficience au niveau des services de renseignement qui n'avaient pas du tout la bonne image, ou n'ont pas voulu exprimer la bonne image de la Russie pour des raisons probablement idéologiques, et des décideurs politiques qui n'ont pas remis en question ce qui était dans la presse. Donc on voit que l'ensemble du mécanisme de décision européen est un mécanisme extrêmement, comment dire, précaire, faible, pour ne pas dire primitif quelque part, qui nous ramène à des situations, quand aujourd'hui on regarde des mauvaises décisions qui ont été prises en 1914, pendant la Deuxième Guerre mondiale, ou même plus tôt, on a l'impression que ces gens étaient des arriérés. Bon, on remarque qu'aujourd'hui, nos dirigeants sont tout aussi arriérés que ceux qui prenaient des mauvaises décisions à l'époque, parce qu'avec tous les éléments qui étaient disponibles, et ces éléments étaient disponibles puisque dans mon premier ouvrage, qui était d'ailleurs basé sur le premier ouvrage que j'ai fait était une critique d'une émission particulière de France 5, c'est à vous, qui avait comme titre « Poutine, maître du jeu ». Moi, j'ai simplement rajouté un point d'interrogation pour critiquer ce qui avait été dit dans cette émission, où on voyait que les experts qui étaient là racontaient littéralement n'importe quoi, qui ne correspondait même pas à la réalité. Donc c'était des menteurs, ces commentateurs-là. Alors, si vous lisez mon livre « Poutine, maître du jeu », vous avez tous les noms de ces gens, et vous verrez que c'était des gens qui clairement manquent d'intégrité, parce qu'on pouvait déjà à ce moment-là constater que notre image de la Russie était totalement falsifiée.
Alors évidemment, après, on vous dit que vous êtes poutiniste, etc. Puis aujourd'hui, on s'aperçoit que si on avait eu l'image correcte, probablement qu'on aurait traité l'ensemble du problème différemment. Mais aujourd'hui, c'est trop tard. Et il était possible à l'époque, pratiquement tous les conflits sont évitables, pratiquement tous, comme chaque attentat terroriste qui a eu lieu en Europe, pratiquement tout était évitable, à condition qu'on écoute ce qui se passe et qu'on n'écoute pas simplement quelques journalistes véreux qui sont sur les plateaux de C'est dans l'air et autres. Et mes livres, d'ailleurs, ne sont pas pour ou l'autre des protagonistes, ils sont plutôt contre nos médias. Parce qu'ils ont une responsabilité énorme. On a parlé de Soumis tout à l'heure, où la RTS, le même jour, raconte des choses diamétralement opposées de ce que même la presse ukrainienne dit. Donc on voit que c'est un service d'État, hein, la radio-télévision suisse, c'est un service d'État. Fait, en réalité, c'est un organe de propagande, ni plus ni moins. Et ce n'est pas ni ukrainskaya, ni ruskaya pravda. Il y a quelques jours, une lettre ouverte a été signée par dizaines d'anciens militaires français qui s'adressent à deux chambres du Parlement français et demandent de divulguer toutes les données sur la présence sur les territoires de l'Ukraine d'employés de forces armées françaises. Il y a beaucoup d'informations qui circulent sur la présence de forces françaises et pas que, sur le sol ukrainien, et c'est depuis 3 ans pratiquement, depuis l'été 2022. Est-ce qu'il y a des informations fiables à ce sujet? Oui et non, enfin non pas vraiment en réalité. Et il y a plusieurs choses. Quand on parle de la présence des étrangers en Ukraine, il faut faire la distinction entre plusieurs choses. D'abord, il y a les services spéciaux, des agents de la DGSE ou de la CIA et d'autres qui sont là-bas, qui étaient là avant le conflit et qui sont restés depuis. Alors, mais ça, c'est une poignée d'individus qui sont là, qui tirent quelques ficelles, mais voilà, c'est quelques individus. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est des contractants. Vous avez beaucoup de contractants qui ont été recrutés pour la gestion de matériel, par exemple, qu'on a fourni. Des matériels, par exemple, les Césars ou des choses comme ça. Donc, c'est des spécialistes qu'on a recrutés qui n'ont pas nécessairement le statut de militaire, qui sont des techniciens qui vont pour la maintenance ou pour l'assistance à la formation, etc. Et qui sont là-bas en Ukraine. Et puis, vous avez des combattants, alors typiquement pour la France, vous avez des membres de la Légion étrangère, des membres ukrainiens de la Légion étrangère, et ça a été identifié très très tôt, hein, on le savait déjà depuis février 2022, qu'il y avait des représentants de la Légion. Alors là, il y a une attitude un peu bizarre des autorités françaises. Ils ont mis en congé, avec ou sans solde, ça je ne me rappelle plus maintenant, c'est avec ou sans solde, ils ont mis des représentants ou des membres de la Légion étrangère pour qu'ils puissent aller se battre dans leur pays. Alors là, pour moi, c'est une attitude un peu glauque de la part de l'armée française de mettre des gens en congé pour ça, parce que soit vous faites partie d'une armée, soit vous faites partie d'une autre, mais vous ne pouvez pas combattre pour deux armées différentes. Admettons que ces gens aillent se battre du côté de la Russie. Un jour, on déploie des unités de la Légion là-bas, ils se font tirer dessus par d'autres légionnaires. J'entends, ça n'a pas de sens. Quand vous faites partie d'un corps de troupes, vous faites partie d'un corps de troupes, point barre, et voilà. Mais là, on a transigé, mais évidemment, on était en février, mars 2022, on était dans cette dynamique, on est toujours d'ailleurs en fait dans cette dynamique anti-russe qui fait que tout est permis à partir du moment où c'est contre la Russie. C'est un peu ça. Ah, voilà, mais ces militaires-là, alors,
quel est le statut de ces militaires, n'est-ce pas? Est-ce que c'est des militaires français? Alors, du point de vue français, non, c'est plus des militaires, puis ils sont en congé. Mais pour les Russes, comme ils viennent avec leur béret de la Légion, et d'ailleurs on a retrouvé, hein, vous pouvez les retrouver sur eBay, des bérets de la Légion étrangère français récupérés en Ukraine. Donc, n'est-ce pas? De nouveau, on crée des situations qui n'était pas nécessaire de créer, mais voilà, on a créé ça. Et puis, il y a les volontaires. Alors, les volontaires, c'est des citoyens qui ont décidé d'aller se battre pour l'Ukraine. Il y en a beaucoup qui sont allés, je me rappelle que c'était en février 2022, la télévision belge a fait évidemment au téléjournal, ils ont montré un de ces volontaires qui se préparait pour partir en Ukraine. Manque de bol, ils l'ont filmé chez lui, hein, dans sa chambre, et bien on voyait sur le mur de la chambre une affiche qui datait de l'époque où il y avait des volontaires belges qui travaillaient dans la Waffen-SS. Et donc, il y avait un corps belge, des volontaires belges qui allaient se battre dans l'armée allemande. Et il y avait un grand poster qui rappelait ça dans sa chambre. Alors évidemment, il y a évidemment eu des remarques après, et puis la RTBF s'est trouvée un peu penaude devant un exemple, mais évidemment le journaliste. Mais de nouveau, on a des journalistes qui n'ont pas de culture, c'est des gens qui savent à peine lire et écrire, donc évidemment ils n'ont pas compris ça. Moi, quand j'ai vu le reportage, ça m'a sauté aux yeux. J'ai dit, mais c'est pas possible, de nouveau, un néo-nazi qui va en Ukraine. Alors bon, ce gars, il est arrivé en Ukraine, c'est là où il y a eu un bombardement avec un missile sur un centre d'entraînement. Ça a été à peine quelques jours après le début de la... Et puis c'était à la frontière avec la Pologne, là, entre la frontière et Lvov. Et puis, évidemment que cette explosion a fait voler en éclats. Il y a une bonne partie de ces volontaires qui s'éparpillaient comme des moineaux. Et puis, le volontaire en question, il est vite reparti en Belgique. Donc, il n'est même jamais allé sur le champ de bataille. Mais bref, ça montre que, oui, on a des gens qui sont allés, qui se sont improvisés. Alors, il y en a qui sont restés, hein, il y en a qui se battent toujours. Mais il y a des gens qui sont allés là-bas pour faire le coup de feu. Comme on avait d'ailleurs pendant le conflit dans les Balkans, on avait des soldats, enfin des Suisses, puisque tout le monde est soldat en Suisse, et tout le monde ne l'est pas, mais tout le monde a l'arme à la maison. Donc il y avait des soldats suisses qui avaient leur fusil, mettaient le fusil en voiture. Ils partaient le vendredi soir pour aller faire le coup de feu en Bosnie, en voiture. Ils tiraient 2-3 coups et puis ils revenaient le lundi matin. Puis ils avaient été faire des cartons là-bas. Voilà. On est un peu dans ce même truc-là. C'est toujours des gens qui jouent à se faire peur. J'entends avant c'était le saut à l'élastique et puis maintenant c'est d'aller en Ukraine, quoi. J'entends, voilà, un peu ça. Alors, après, le problème là-dedans, c'est où est l'officialité là-dedans et quel est le rôle de l'État à promouvoir ça ou interdire ça, etc. C'est notamment pour le cas de la Légion, etc. Donc, je pense qu'il est légitime que des citoyens s'interrogent sur cette question parce que, à la fin, c'est le fonctionnement de l'État qui est en ligne de compte. Et donc, je pense qu'il est légitime de se poser la question. Après, je n'interviens pas sur les questions. Il y a des questions légales qui sont franco-françaises sur lesquelles je ne me prononce pas, sur la question de ce que doit faire l'exécutif, le Parlement en matière d'envoi de troupes à l'étranger, etc. Alors ça, c'est un débat juridique que je n'ai pas creusé d'ailleurs, sur lequel je ne suis pas du tout compétent. Mais quant au principe, il me semble logique que dans nos démocraties, le peuple ait un droit de regard sur les initiatives de ces gouvernements, notamment lorsque ces initiatives s'inscrivent dans un conflit. Et pour moi, il est absolument indispensable que quand les parlementaires français,
c'est des bénis oui-oui, n'est-ce pas? Ils sont là uniquement pour... c'est pour ça qu'on veut toujours une majorité, qu'aujourd'hui, vous n'avez pas un mot français qui ne fonctionne pas parce qu'il n'y a pas de majorité. Parce qu'en général, le Parlement, il est là pour dire oui à ce qu'a dit le gouvernement. Il n'est pas là pour vérifier ce que fait le gouvernement, alors que ça devrait être la tâche première d'un Parlement, c'est de vérifier ce que fait le gouvernement. C'est le contrôle exercé. C'est pour ça qu'on a 3 pouvoirs dans un état de droit. On a 3 pouvoirs qui sont distincts pour que chacun d'entre eux puissent exercer un contrôle sur les autres. Et ils sont distincts. C'est pour ça qu'il y a cette, cette séparation des pouvoirs, comme on l'appelle. Mais en France, le pouvoir n'est pas vraiment séparé, puisqu'on s'arrange toujours pour avoir un Parlement qui est de la même couleur que le gouvernement, et par conséquent, on a déjà 2 composantes de l'état de droit qui ne font plus partie de l'état de droit. Donc voilà, ça c'est un, et me semble, dans un contexte comme ça, dans le contexte qu'on a aujourd'hui, qui en plus devient aggravé par des commentaires comme « nous sommes en guerre », etc., qu'on brandit sans arrêt. Alors, cette idée de la guerre, il me semble d'autant plus légitime que les citoyens s'interrogent sur la manière dont le Parlement exerce son mandat par rapport au gouvernement. Pour terminer notre dialogue d'aujourd'hui, et là on arrive un peu au cœur, vous parlez de la responsabilité des journalistes. J'aimerais bien citer un journaliste que vous citez sans donner son nom. Vous dites que c'est un journaliste d'un grand quotidien français. La rédaction nous interdit d'écrire la vérité car cela signifierait que nous soutenons Poutine. Finalement, cette polarisation entre pro-Poutine et anti-Poutine, ça a son rôle à jouer, certes, mais combien de temps cette stratégie peut encore fonctionner? Alors, c'est un peu ça le problème, c'est qu'aujourd'hui, on est la guerre en Ukraine, mais à certains égards, vous avez le même phénomène sur la Palestine. C'est des conflits qui sont dominés par le narratif. On n'est plus là sur l'examen, l'observation des faits et de leur analyse pour ensuite avoir une action politique. On est sur le développement d'un narratif sur lequel se base la décision. Et ça, je pense que là, on est sur quelque chose qui est totalement contraire à l'esprit de la démocratie, premièrement, de la liberté d'expression et tout ça, mais aussi qui est quelque chose qui est contraire à la manière, à ce qu'on appelle nos valeurs, d'une certaine manière. C'est-à-dire que quand on donne un mandat à un gouvernement, c'est-à-dire quand le peuple donne mandat à un gouvernement, parce que en France, on n'utilise pas vraiment cette expression, mais en Suisse, quand on parle du peuple suisse, on dit c'est le souverain. Et quand on parle du souverain en Suisse, tout le monde comprend que c'est le peuple. En France, je ne suis pas sûr que les gens se rendent compte que le peuple devrait être souverain. Et d'ailleurs, il ne l'est pas du tout. Donc, ce serait compréhensible qu'ils ne le comprennent pas. Mais en Suisse, c'est très clair. Parce que c'est le souverain, c'est-à-dire le peuple, qui donne mandat à un gouvernement d'avoir ce rôle d'exécutif, qui donne le mandat à un Parlement de contrôler cet exécutif, et qui donne le mandat au pouvoir judiciaire de contrôler tout ce bon monde. Donc, si vous voulez, les autorités dans nos pays, théoriquement dans un État démocratique, les autorités ne sont rien d'autre que les employés du peuple. Macron, en réalité, est un employé du peuple. Ni plus, ni moins. Alors, évidemment, en France, on le traite comme un roi, mais ça fait partie de cette culture. En Suisse, ça nous fait sourire parce que jamais un dirigeant serait été comme Macron. J'entends chez nous, les dirigeants viennent au bureau en tram. Je me rappelle quand je travaillais aux affaires étrangères, je prenais le même tram que mon ministre, et je rappelle que chez nous, les ministres représentent l'exécutif. Donc il n'y a pas de président. C'est collégialement qu'ils représentent
la fonction de Macron. Et le matin, on prenait le tram ensemble, on se disait bonjour, etc. Et c'était mon ministre, et on allait simplement dans des bureaux différents. Tout simplement parce que chez nous, l'idée du pouvoir, c'est pas de la comédie comme on a en France, c'est pas des belles voitures, des beaux décors et des choses comme ça. On veut surtout des gens qui travaillent et qui répondent aux besoins de la population, parce qu'ils sont au service de la population. Et je voyageais, quand je disais que je voyageais avec mon ministre, en fait, je voyageais avec mon employé. N'est-ce pas? Si on veut bien. Même si, formellement, c'était moi l'employé, puisque je travaillais dans le même ministère. Et bon, bref, on ne va pas entrer dans ces détails qui sont amusants. Mais sur le fond, vous voyez, la démocratie, c'est ça. Et on s'aperçoit dans le conflit, et c'est valable pour les deux conflits, Palestine comme Ukraine, que la réalité des faits a été dominée par une manière de comprendre, par une perception des faits. Et tout se base là-dessus. Et donc, on crée des réalités virtuelles qui ont plusieurs effets. Alors d'abord, ça a un effet sur le terrain, qui est que les gens s'entretuent. Alors bon, à la limite, vous pouvez dire, bon, ils ont décidé de se battre, donc ils se battent. Donc, voilà. Mais maintenant, si je regarde de manière purement égoïste, je dis, c'est nous qui payons ça. Les gars ont décidé de se battre, bon, c'est leur affaire, mais c'est nous qui payons. Oh, est-ce que je suis d'accord de payer pour ça? Et c'est là où les médias jouent un rôle pervers. Et où les médias se sont montrés ces dernières années partisans dans tous ces conflits. C'est-à-dire qu'ils ont décrété qui était l'ennemi et qui ne l'était pas, au lieu d'avoir une représentation plus ou moins équilibrée des choses. Ils nous ont présenté systématiquement un des acteurs comme l'ennemi. Et de nouveau, c'est valable pour les deux conflits, la Palestine aussi. C'est amusant parce que dans les deux conflits, aujourd'hui, on voit que les vérités ressortent. Et donc, nos journalistes nous ont menti pratiquement systématiquement pour tout. Et ça apparaît aujourd'hui. Et aujourd'hui, ça tend à se retourner pour la Palestine contre Israël et pour l'Ukraine contre l'Ukraine. Parce qu'on s'aperçoit qu'aujourd'hui, finalement, notre base d'appréciation du conflit était totalement faussée. J'ai parlé tout à l'heure d'un certain nombre de choses. J'ai parlé de la loi du 1er juillet 2021 en Ukraine. J'ai parlé de tous ces... Personne n'en a parlé dans nos médias, de ces lois. Et pourtant, elles sont déterminantes pour la vie des Ukrainiens. Personne n'en a parlé. Quand vous parlez, je vous ai parlé, je vous ai dit ce qui s'est passé en Crimée, je ne vous ai même pas parlé du référendum qui a eu lieu en janvier, avant même l'indépendance de l'Ukraine, qui établissait le contrôle de la Crimée à Moscou et non pas à Kiev. Et c'est en fait l'Ukraine qui, en 1995, a annexé la Crimée. En réalité, c'est ce qui s'est passé. Mais ça, aucun journaliste ne vous le dira. Pourtant, ça fait partie de l'histoire. Ça fait partie des événements. Ce n'est pas quelque chose où c'est documenté et tout, et on a tout ça. Mais personne n'en parlera parce que ça nuirait au narratif. Parce qu'on a construit un conflit sur la base du narratif. L'idée que Vladimir Poutine voulait s'emparer de Kiev en 3 jours, par exemple. Qui a dit ça en Russie? Personne. Qui a prétendu ça en Russie? Personne. Personne n'a jamais prétendu à ça, et les forces engagées démontrent que ça n'a jamais même été l'intention des Russes. La prise de l'Ukraine, la Russie cherche à s'emparer de l'Ukraine, après l'Ukraine ce sera l'Europe, mais alors pourquoi les Russes étaient prêts à quitter l'Ukraine en avril 2022? Comprenez, en occultant des parties de l'histoire, on a totalement faussé la perception du conflit. Et aujourd'hui, c'est aujourd'hui qu'on arrive à un moment où on ne voit plus comment sortir du conflit. On essaye, certains ressortent ces événements qui ont eu lieu et puis essayent de comprendre avec un
un prisme un peu différent. Ils peuvent pas changer radicalement parce qu'ils ont menti jusqu'à maintenant, donc ils ne peuvent pas revenir en arrière. Ça démontrerait qu'ils aient menti, mais ils essayent d'ajuster un peu les choses et on s'aperçoit que lentement, par exemple, l'idée de ces 4 régions qui reviendraient à la Russie, c'est une idée qui commence à s'imposer d'une manière ou d'une autre. L'idée que l'Ukraine ne fasse pas partie de l'OTAN, de nouveau, il était clair que l'Ukraine devait faire partie de l'OTAN. Et on nous l'a répété en long, en large et en travers. Alors qu'en réalité, l'Ukraine n'a aucun droit à entrer dans l'OTAN. D'abord, quand on entre dans l'OTAN, ce n'est pas parce qu'un pays décide d'entrer dans l'OTAN qu'il entre dans l'OTAN, techniquement parlant. Techniquement parlant, un État doit être invité dans l'OTAN. Donc aucun pays, alors évidemment que dans les situations actuelles, pour s'opposer à la Russie, on ne sera pas trop regardant, mais en réalité, si par exemple, je ne sais pas, le Congo demandait à entrer dans l'OTAN, n'est-ce pas, si on écoute nos journalistes, il aurait le droit? Non, parce qu'on entre dans l'OTAN par invitation. Et c'est la même chose pour l'Ukraine. Et donc, mais on a faussé complètement la perspective en disant mais c'est le droit de l'Ukraine. Et puis il y a ce phénomène, de nouveau, pourquoi dans les différentes propositions qui ont été faites en décembre 2021, les Russes parlent de l'accord avec l'OTAN du 27 mai 1997, c'est parce que là-dedans est prévu est nommé et reconnu le principe de l'indivisibilité de la sécurité, qui est un phénomène qui peut empêcher un pays d'entrer dans l'OTAN. Et ça, c'est un phénomène qui a été reconnu par l'OTAN lui-même. Donc on n'est pas sur des choses extravagantes qui sont demandées par la Russie. On est sur des choses qui sont extrêmement concrètes. Et c'est ça, tous ces éléments-là sont totalement évacués. Aucun journaliste ne vous parle de l'indivisibilité de la sécurité, par exemple. Parce qu'ils savent qu'en fait, les Occidentaux trichent sur cette question-là contre la Russie. C'est pour ça qu'ils n'en parlent pas. S'ils avaient confiance dans leur jugement et qu'ils avaient confiance pour dire que non, les Russes n'ont pas raison, ils le mentionneraient. Mais comme ils ne le mentionnent pas, ça veut tout simplement dire que l'argument des Russes est juste. C'est comme la responsabilité de protéger. C'est pour ça qu'on ne vous parle jamais des victimes dans le Donbass, des victimes civiles dans le Donbass. Donc dans le Donbass, avant 2022, il y a eu 14 000 victimes en tout, parmi lesquelles 4 000 militaires ukrainiens. Alors ceux-là, je ne les compte pas. Moi, je parle de 10 000 victimes. C'est pour ça qu'il y a des fois des différences, mais beaucoup, même des gens qui sont pro-russes, disent qu'il y a eu 14 000 civils. Non, il y a eu 10 000 civils et 4 000 militaires ukrainiens, dont d'ailleurs la plupart, une grande partie, se sont suicidés. Selon les déclarations d'ailleurs du procureur général des forces armées ukrainiennes. Ils sont suicidés, ils n'ont pas été tués par les gens du Donbass, ils se sont suicidés. Ou par meurtre à l'intérieur des forces armées ukrainiennes. Parce que c'était des gens qui étaient en conflit avec eux-mêmes, c'était une armée qui était confrontée à tirer sur leurs frères. C'est pour ça qu'il y a eu, je l'ai écrit d'ailleurs, vous pouvez retrouver ça dans mes livres, je parle de ce phénomène-là, c'est ce qui a provoqué l'intervention des paramilitaires en Ukraine. Parce que la plupart de ces morts, ces 4000 morts militaires du Donbass, c'est des gens qui, en partie, se sont suicidés. Très important de le dire. Et il y a eu 10 000 civils. Mais ces 10 000 civils, personne n'en parle. Parce que ça justifierait l'idée de responsabilité de protéger, qui est ce qui a été évoqué par Vladimir Poutine pour intervenir. Donc, si vous voulez, il y a une justification, et cette justification de la responsabilité de protéger, elle est à la fois légale et légitime. Mais comme le narratif c'est l'intervention est illégale et injustifiée et non provoquée, donc vous enlevez automatiquement la question de la protection des civils. Et donc tout tourne autour de le narratif dans ce conflit est essentiel
pour donner une légitimité à tout ce qu'on fait contre la Russie. Et c'est ça qui me choque dans cette histoire. C'est pas de savoir si Poutine a raison ou tort. Je pense personnellement que la Russie a plus raison dans ce phénomène, dans ce cas-là, parce que l'Ukraine a systématiquement renié les accords qu'elle avait signés. Systématiquement. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, aujourd'hui, les Russes ne font plus confiance à l'idée d'un cessez-le-feu. Parce qu'ils savent que ce sera violé. Et d'ailleurs, les différents cessez-le-feu qu'il y a eu, et pas plus tard que celui qu'il y a eu la semaine passée lors de Pâques, c'est devenu presque une démonstration de la part de Poutine pour dire, voyez, nous on décrète un cessez-le-feu unilatéral, les Ukrainiens en ont profité pour reprendre des positions qu'ils avaient abandonnées, notamment à Gornel et puis dans la région de Zaporogie. Ils ont profité pour reprendre des... Donc, nous, on décrète un cessez-le-feu, et les Ukrainiens l'ont violé. Comment voulez-vous qu'on puisse parler d'un cessez-le-feu de 30 jours ou même plus? J'entends, ils le violeront nécessairement. Et ça, on revient à ce que disait Vladimir Poutine lorsqu'il a eu sa conférence de presse avec Loukachenko, il y a maintenant à peu près un mois, où il a dit... C'est très bien d'avoir un cessez-le-feu, mais il faudrait y apporter des nuances, parce que qui vérifie le cessez-le-feu? Et si on compte sur les Français pour vérifier un cessez-le-feu, alors que les Français ont menti systématiquement depuis 2014, il y a eu un accord qui a été passé entre les manifestants de Maïdan et Yanukovych, avec la garantie des Français, des Allemands et des Polonais, pour qu'il y ait des élections, qu'on refasse des élections en Ukraine, mais qu'on arrête les manifestations et les troubles qu'il y avait en Ukraine. Eh bien, on a signé cet accord. Les Français et les Allemands n'ont absolument pas cherché à le faire respecter, et cet accord a été, le lendemain, Yanukovych a été renversé, contrairement aux accords signés. En 2014, vous l'avez évoqué vous-même à propos des... Enfin, 2015, après les accords de Minsk de février, la France et l'Allemagne étaient garantes. Ils ont renié leurs paroles. Et en avril 2022, enfin en mars 2022, on oublie toujours ça. En mars 2022, lorsqu'il y avait la négociation à Istanbul, les Français et les Allemands ont demandé à la Russie, en signe de bonne volonté pour la signature des accords, qu'ils se retirent de la région de Kiev. Et c'est ce que les Russes ont fait, en signe de bonne volonté, parce que les négociations avançaient à Istanbul. Et donc, les Russes ont reculé, et ils ont ramené leurs forces dans la région de Kharkov, etc. Le lendemain de ce retrait, qu'est-ce qui s'est passé? Les Européens ont dit à Zelensky, tu retires ton projet, et puis il a retiré le projet, on a mis ça sur le dos de Boris Johnson, c'est vrai qu'il avait téléphoné, mais en réalité il y avait les Européens derrière, il y avait la France et l'Allemagne de nouveau derrière, qui ont eux aussi, ils ont parlé de bonne volonté, etc., simplement ils ont triché avec les Russes, une fois de plus. Donc les Français et les Allemands sont des tricheurs. Il n'y a pas d'autre mot. On pourrait dire menteur. Mais c'est la réalité. Donc comment voulez-vous, du point de vue russe, faire confiance à ces gens qui ont toujours triché? Les Américains, c'est un peu particulier parce que les Américains, aujourd'hui, ont, assez curieusement d'ailleurs, pris le rôle de médiateur dans ce conflit. Alors que Marco Rubio, je dis toujours le sénateur Marco Rubio, parce que j'ai l'habitude de parler du fait, alors qu'il était sénateur, mais Marco Rubio a déclaré que le conflit en Ukraine était un conflit par procuration entre les États-Unis et la Russie. Donc,
c'est clair que c'est un conflit entre les États-Unis et la Russie. C'est eux-mêmes qui le disent. Alors, évidemment, ça peut paraître curieux qu'ils aient le rôle de médiateur, parce que normalement, le médiateur, c'est un personnage extérieur. Moi-même, j'ai joué le rôle de médiateur dans des conflits, alors plus modestes, en Afrique, etc., mais où on est le médiateur extérieur, c'est-à-dire où il faut essayer d'amener les deux parties à avoir, dans ce processus, d'amener les positions vers une position commune, si vous voulez. Et c'est le rôle du médiateur, d'aller parler à l'un, ensuite parler à l'autre et revenir, etc., de faire comme ça ces éléments de navette jusqu'à amener les deux positions, d'avoir une sorte de cohérence entre les deux positions. Et donc ça, c'est le rôle du médiateur. Alors évidemment, les États-Unis, comme médiateurs, ça peut sembler incongru puisqu'ils sont acteurs, en réalité. Alors ça peut s'expliquer par le fait, et d'ailleurs on le voit très récemment, Donald Trump, et ça je l'ai dit dès le départ, parce que ça a été clair dans le discours de Donald Trump, même avant son élection, et évidemment, avant même qu'il entre en office, il a dit « c'est pas ma guerre ». Donc je résous la guerre d'un tiers, qui est l'administration Biden. Donc lui, nous on voit les États-Unis, mais lui il voit l'administration Biden et l'administration Trump. Et donc l'administration Trump, je veux dire, se considère comme extérieure d'une certaine manière à ce qu'a décidé l'administration Biden, et par conséquent, ils peuvent jouer le rôle de médiateur. Et je pense que les Russes l'ont compris aussi comme ça, avec des nuances quand même, parce que je pense que les Américains restent des Américains. Je veux dire, par là, l'intérêt américain contre la Russie, il est, si on emploie la terminologie américaine, il est bipartisan. Donc quand vous avez un certain nombre de dossiers, c'est pour ça que d'ailleurs en France, on ne peut pas avoir d'analyse cohérente de ces conflits, parce qu'en France, les conflits sont toujours vus à travers le prisme gauche-droite. On le voit sur le conflit palestinien, sur l'Iran, toujours la gauche contre la droite. La gauche dit blanc, la droite dit noir, et quand la droite dit blanc, vice-versa. Donc on n'arrive pas à avoir un jugement. Là, aux États-Unis, sur les questions de politique étrangère, et notamment celles qui concernent la Russie, la Chine, l'Iran, Israël, on est sur des domaines qui sont dits bipartisans, c'est-à-dire que vous soyez de gauche, de droite, ou vous pouvez être n'importe quel, en principe, tout le monde a un peu la même vision là-dessus. Il peut y avoir des nuances sur la manière de traiter le problème, mais dans les grandes lignes, la vision du problème est la même. Et c'est le cas de la Russie. Par conséquent, oui, Trump peut se dégager en disant « c'est l'administration Biden, c'est la guerre de Biden, c'est pas la mienne. Biden a fait la guerre, moi, je la résous. » Mais maintenant, si on regarde du point de vue russe, ils diront « oui, mais ça reste des Américains. » Et c'est pour ça que, d'ailleurs, le 18 mars, devant une assemblée des industriels et des entrepreneurs russes, Vladimir Poutine a dit « les sanctions ne disparaîtront pas. Elles sont systémiques et elles continueront à s'appliquer à la Russie parce que, quel que soit le gouvernement, ce n'est pas une question de Trump, Biden, quel que soit le gouvernement, la Russie est considérée comme un potentiel rival des États-Unis. Et que par conséquent, il n'y aura pas il ne peut pas y avoir de relation entre la Russie et les États-Unis comme il y en aurait, par exemple, je ne sais pas, entre la France et la Belgique ou la Suisse et l'Allemagne, par exemple. Voilà, il ne peut pas y avoir ça. Et ça a été dit très clairement par Vladimir Poutine, et je pense avec beaucoup de lucidité, parce qu'effectivement, on est dans des conflits, et ça va être la même chose pour la Chine qui viendra après, raison pour laquelle d'ailleurs Chine et Russie se sont un peu attachés et voient un peu le même destin par rapport aux États-Unis, parce qu'on est dans des conflits qui sont bipartisans. Et que l'approche peut être un peu différente. Aujourd'hui, Trump accorde plus d'importance à l'aspect financier, ressources, etc., parce que lui voudrait rééquilibrer, si vous voulez, les dépenses des États-Unis et avoir un pays qui soit beaucoup plus équilibré au point de vue économique. Et par conséquent, les guerres
il les voit plutôt comme quelque chose qui est anti-économique, et par conséquent, il lutte contre, pas parce qu'il est pacifiste, mais parce qu'il voit que c'est un gaspillage de ressources. Point final. Ceci étant, vous remarquez bien qu'il a adopté d'ailleurs ou proposé le plus grand budget de la défense qui a jamais été proposé, puisque ça atteint le $1 trillion. Donc on voit bien que ce n'est pas un pacifiste. Mais on attribue ces ressources parce qu'on pense que ça va contribuer à développer un pan de l'économie. Mais la guerre, elle, c'est une dépense d'énergie, de ressources qui ne sert à rien. Voilà. Merci beaucoup Jacques Beau pour toutes ces informations détaillées et merci pour venir au Dialogue franco-russe. Mais c'est un plaisir, merci à vous de m'inviter.